Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette conversation dans le cadre du 19e Festival international du film de Marrakech. Il est l'observateur, le témoin des problèmes sociétaux autour de la religion, du genre, des différentes classes dans l'Iran d'aujourd'hui et bien au-delà. Ses œuvres sont régulièrement saluées partout dans le monde et obtiennent les plus grandes récompenses, largement méritées. Auteur de 9 longs métrages, il a reçu l'Ours d'argent et l'Ours d'or à Berlin, un César, un Golden Globe, 2 Oscars, ainsi que le Grand Prix du Festival de Cannes, entre beaucoup d'autres. Il est à Marrakech pour discuter de sa carrière et de sa vie avec nous. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous et vous allez l'applaudir, Monsieur Asghar Farhadi. Et je m'aperçois que j'ai oublié de la citer. Je vais donc vous demander également d'applaudir la traductrice d'Asghar Farhadi, Massoumeh Lahiji. Asghar, bonjour, bienvenue. Bienvenue à Marrakech. Vous avez commencé très jeune à vous intéresser à la mise en scène, puisque vous avez entamé assez vite des études d'art dramatique et de théâtre à Téhéran. D'où vous êtes venu cette, j'allais dire vocation, cette passion précoce pour le jeu et pour le film et pour le théâtre? Je vous salue tous, je suis très heureux de vous voir ici. قبل از اینکه سوال رو پاسخ بدم دلم میخواد که از این فرصت استفاده کنم و اشاره کنم به وضعیتی که توی کشور خودم هست و از این طریق احترام بذارم و تقدیر کنم از تلاشی که اونجا داره میشه برای اینکه آدما سرنوشت خودشون رو خودشون بتونن تعیین کنن. Avant de répondre à votre question, je veux saisir l'occasion qui m'est donnée ici pour saluer mon peuple, les événements qui se déroulent dans mon pays, et saluer le courage de ceux qui sont en train de se battre pour prendre en main leur destinée. روزهای عجیبیه مثل همه ایرانی ها من خبرها رو دنبال میکنم و همزمان پر از امیدم و همزمان خیلی ناراحت. Comme tous les Iraniens, je suis accroché aux informations, je suis tout ce qui se passe en Iran et je suis rempli dans le même temps de beaucoup de tristesse, d'inquiétude, mais aussi de beaucoup d'espoir. ولی به هر حال مطمئنم که نتیجه خواهد داد و خیلی به آینده امیدوارم این حرکتی که اتفاق افتاده. Mais je suis sûr que cette lutte aboutira et je garde beaucoup d'espoir pour l'avenir. من خیلی زود فیلمسازی رو شروع کردم. اولین فیلم کوتاهم رو در 13 سالگی ساختم. J'ai commencé la réalisation très tôt en réalité. J'ai fait mon premier court-métrage à l'âge de 13 ans. یه فیلمی ساختم که داستان 2 تا دوست بود که توی روستایی زندگی می‌کردن و یه رادیویی پیدا می‌کردن هر دو با هم و خیلی خوشحال می‌شدن، ولی بعد سر اینکه این رادیو پیش کی باشه دعواشون می‌شد. C'était l'histoire de 2 amis, 2 petits garçons dans un village qui trouvaient un transistor, une radio. Ils étaient très heureux de leur découverte, mais très vite, la joie laissait place à la dispute autour de savoir qui allait garder ce transistor. تصمیم گرفتن که رادیو هر شب پیش یکیشون باشه، ولی چون رادیو یه برنامه مثل سریالی داشت پخش می‌کرد، این باعث اختلاف می‌شد چون هیچ کدوم نمی‌تونستن سریال رو دنبال کنن. Ils finissent par opter pour une garde alternée, donc c'est un soir sur 2 chacun garde la radio. Le problème c'est qu'il y a un feuilleton très exaltant qui passe à la radio et donc aucun ne peut suivre puisque un soir sur 2 ils sont privés de leur émission préférée. و این هنوز تو فیلم‌های من هنوز این ماجرا وجود داره که 2 تا آدمی که حق دارن ولی 2 تا گروه یا 2 تا آدم و ولی نمیدونیم اگه کدوم برنده بشن ما خوشحال خواهیم شد.
Et finalement, il y a là déjà la graine, le nœud qu'il y a dans tous mes films par la suite, qui est qu'on est pris entre deux personnes qui, chacun a ses raisons. Chacun a des raisons d'être dans la position où il est. Et nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas de quel côté on est, qui on voudrait voir victorieux. اولین باری که فیلمسازی برای من شروع شد خیلی بچه بودم و خیلی به طور اتفاقی این رخ داد. من با یکی از نزدیکانم یه بچه خیلی کوچیک بودیم، شهرمون دور بود از جایی که توش سینما بود، با اتوبوس رفتیم که من برای اولین بار سینما ببینم چیه و اون سالن سینمای قدیمی موقع که وارد شدیم فیلم شروع شده بود، ما از وسط وارد شدیم و نیمه دوم فیلم رو فقط دیدیم. Et mon premier contact avec le cinéma a été extrêmement fortuit, complètement par hasard. Quand j'étais tout petit, il y avait un autre enfant tout petit, on nous a emmenés, nous habitions dans un village un peu reculé, loin de la première ville où il y avait une salle de cinéma. Et on nous a emmenés, on est arrivé dans cette ville, on a vu le cinéma, sauf que le film avait déjà commencé. Donc on est entré et on a vu que la deuxième moitié du film. وقتی که بیرون اومدیم از سینما باید سریع میرسیدیم خونه چون ما فرار کرده بود از خونه یواشکی رفته بودیم سینما. من در تمام اون مسیر برگشت و روزهای بعد داشتم نیمه اول فیلم رو که ندیده بودم تو ذهنم میساختم و یه جوری احساس کنم به طور ناخودآگاه سینما و فیلمسازی از اونجا برای من شروع شد. Quand on est sorti, il a fallu qu'on file vite à la maison parce qu'on était parti en douce, on s'était échappé de la maison pour aller voir ce film. Et donc pendant tout ce trajet un peu anxieux du retour, mais aussi pendant tous les jours suivants, je passais mon temps à imaginer cette première partie que je n'avais pas vue. Et je pense vraiment que ma carrière de réalisateur, mon goût pour l'écriture et la mise en scène s'est déclenché à ce moment-là. Ah oui, c'est un formidable exercice de créativité, de louper un morceau de film et d'essayer de le reconstruire dans sa tête. Mais par rapport à ce que vous disiez à l'instant, quand vous parlez de ce premier film que vous avez fait et dans lequel déjà il y a peut-être un personnage qui a peut-être raison, un personnage qui a peut-être tort, un conflit, et les conflits, on le sait, sont au centre de la majorité de vos films. Est-ce que vous considérez en tant que réalisateur que c'est important pour vous de laisser le spectateur vraiment se faire sa propre idée et de ne pas prendre part dans la résolution d'un problème, ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est votre rôle de dire voilà, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort? Quel est votre point de vue? سلیقه من در سینما اینه که رابطه فیلم با تماشاگر رابطه دموکراتیکی باشه، یعنی شما به عنوان فیلمساز چیزی رو به زور به او تحمیل نکنید. Le cinéma que j'aime, aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que metteur en scène, c'est le cinéma qui reste dans un rapport démocratique avec son spectateur, c'est-à-dire qu'il ne lui impose pas sa façon de penser. ابتدا که سینما در واقع اختراع شد، مردم وقتی میرفتن فیلم ها رو میدیدن بیشتر مسحور اون تکنولوژی بودن، هی برمیگشتن ببینن که چجوری نور میاد، این آدما چی ان رو پرده، و از موضع پایین به فیلم ها نگاه میکنن. فیلم ها موضع بالایی داشتن. Je pense que dès la naissance du cinéma, il y a eu un phénomène de fascination de la part du public. C'était d'abord l'extraordinaire produit technique qui impressionnait le public. Il se retournait pour voir par où, par quelle fenêtre magique ces images étaient projetées, où étaient cachées les personnes que l'on voyait sur l'écran. Donc cette fascination, ce regard de bas en haut est quelque chose qui était dans l'essence même du cinéma. و الان کم کم این موضع اومده برابر شده و آگاهی و اطلاعی که تماشاگر داره با فیلمساز موضعشون بالا و پایین نیست، این موضع برابریه. به همین دلیل در واقع توی فیلم ها من سعی میکنم که این رابطه وجود داشته باشه که اونها هم شریک باشن در تصمیم گیری های انتخاب های شخصیت ها. Et petit à petit, cette relation verticale, cette relation d'ascendance entre du metteur en scène sur son public s'est vue modifiée. Ils sont entrés dans un rapport plus égalitaire. Le spectateur peut plus se sentir partie prenante de ce qui arrive au personnage, y compris des décisions que prennent les personnages. فکر میکنم دیگه الان برای با تماشاگرای امروز دنیا اینکه یک فیلمسازی از قبل تصمیم بگیره که
چه آدم‌هایی در فیلم آدم‌های خیر هستن، درست هستن و انتخاباشون درسته و چه آدم‌هایی بدن و انتخاباشون غلطه. پیش از اینکه فیلم شروع بشه اون تصمیمش رو گرفته باشه و این تقسیم بندی رو انجام داده باشه و تحمیل کنه به تماشاگر، این دورش گذشته دیگه. Je pense qu'avec le niveau de conscience des spectateurs d'aujourd'hui, il serait complètement déplacé que de façon omnipotente, un auteur, un metteur en scène décide d'emblée, avant même de montrer son film à un public, qui a raison, qui a tort, et lui, qu'il distribue lui-même le juste et le faux et le condamnable avant de laisser le spectateur prendre part à ce jugement. در واقع با این تلاشی که من دارم میکنم توی این فیلم ها که هنوز هم به اون مقصدی که دلم میخواد نرسیده و ادامه داره این تلاش، اینه که شما خودتون رو به عنوان کسی که قضاوت کرده و قضاوتش رو تو فیلم داره میاره بکشین کنار و تماشاگر رو تو جایگاه قضاوت کردن بذارید. Mon cheminement, ce que j'essaye de faire, et j'estime que ce but n'est pas encore atteint, je continue d'essayer de l'atteindre avec les films que je continue de faire, c'est d'essayer moi de me retirer de cette position de jugement. Mon regard, celui qui consiste à dire voilà à qui je donne tort et voilà à qui je donne raison, doit disparaître de plus en plus pour laisser le spectateur dans cette posture-là. به همین دلیل صحنه اول فیلم جدایی دوربین جای قاضی نشسته، انگار چشم تماشاگر جای قاضی نشسته و یه جور به طور تلویحی دعوت کردن تماشاگر به قضاوت کردن راجع به هر چیزی. C'est bien pour cela que dans la scène d'ouverture d'une séparation, la caméra est à la place du juge. Donc c'est ainsi que le spectateur est invité de s'asseoir face à deux personnes qui sont en train de s'expliquer, de donner leurs raisons, et c'est au spectateur de décider ce qu'il retient et ce qu'il pense de la position de chacun. Oui, effectivement, dans une séparation, c'est très très clair. Et en fait, on va même le voir un petit peu plus tard. Mais je propose de revenir au départ donc, de votre carrière. Votre premier film, vous le tournez en 2003, en français Danse dans la poussière. Et l'année suivante, déjà, vous faites votre deuxième film, Les Enfants de Belleville, et enfin en 2006, La Fête du Feu. Et ces trois films, ces trois premiers longs métrages, ils sont déjà récompensés. Ils sont récompensés à Moscou, à Varsovie, à Chicago. Donc c'est déjà quelque part une reconnaissance. Bien sûr, j'ai des questions sur ces films, mais avant de vous les poser, je propose qu'on regarde quelques images de ce troisième film, La Fête du Feu. Ce qui est étonnant avec cet extrait, mais avec le film dans son ensemble, c'est un naturel qui est vraiment incroyable. Vous parliez tout à l'heure de cette volonté qui est la vôtre de ne pas prendre part de manière trop évidente en fait dans la résolution d'un conflit. Mais là en fait on arrive presque à un point, surtout au début de la séquence qu'on a vue, où on a presque l'impression de voir un documentaire. C'est très 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 naturel, c'est très très fluide. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau de réalisation avec seulement votre troisième film ? فیلم اول و این حرکتی بود که از فیلم اول آروم آروم شروع شد و در فیلم سوم احساس کردم که مسیرم رو پیدا کردم چیه. Disons que ma démarche s'est clarifiée au fil des films. Dès le premier film, j'ai commencé à me chercher un peu le style de cinéma qui m'intéressait, et au troisième film, je commençais à trouver, il me semble. این واقع گرایی یا شبیه مستند بودن بخش تکنیکی بازی ها دیالوگ ها این اتفاقا راحت ترین بخششه که بشه شبیه واقعیت کار کرد. Cette atmosphère réaliste, quasi documentaire, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile à atteindre sur le plan technique, dans les décors, les costumes, le jeu des acteurs. اون چیزی که بخش سخت ماجراست اینه که شما یک روایت دراماتیک داشته باشین، یه روایت حالت پلیسی کاراگاهی داشته باشید، ولی همزمان واقع گرا هم باشه. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'avoir un enjeu dramatique important, d'avoir une atmosphère de thriller de façon concomitante avec cette atmosphère réaliste. ما در سینما فیلم های که درام دارن، داستان دارن، قصه گو هستن، یه حالت معمایی دارن خیلی زیاد داشتیم و خیلی هم موفق بودن، ولی اون بخش واقع گرایی توشون خیلی کم رنگ بوده.
Il y a eu beaucoup de thrillers, de films autour du crime, autour d'énigmes à résoudre dans le cinéma qui ont eu leur heure de gloire, mais qui ne sont pas des films réalistes en général. مثلا فیلم‌های هیچکاک رو وقتی می‌بینیم پر از تعلیق خیلی خوب در واقع کار شده از هر نظر ما هیجان زده میشیم ازش ولی از طریق اونها کمتر به واقعیت اون دوران جامعه امریکا میتونیم دست پیدا کنیم. Les films de Hitchcock sont des chefs-d'œuvre du suspense. Nous sommes tenus en haleine pendant tout le film. C'est un film qui est parfait par bien des aspects, mais ce n'est pas un film qui nous renseigne sur la vie aux États-Unis à l'époque où il les a faits. در سمت این ور فیلم‌هایی داریم که کاملا واقع‌گرا هستن و زندگی روزمره رو نشون میدن ولی توش درام نیست و گاهی برای تماشاگر عادی که برای من خیلی مهمن خسته کننده به نظر میان. A contrario, il y a eu de grands films réalistes qui sont vraiment des témoignages de leur époque, qui sont des fresques, mais pour le spectateur moyen, et pour moi le spectateur moyen est extrêmement important, ils peuvent être ennuyeux, ils peuvent manquer d'enjeux dramatiques. من در این سالها و همه فیلم‌ها تلاش همین بوده که این دوتا رو با هم دوتا چیزی که حل نمیشن توی هم رو یعنی واقع گرایی و درام رو توی هم حل کنم و هر دوشون رو با هم داشته باشم. Mon but dans mon cinéma, ça a toujours été de rapprocher ces deux tendances qui peuvent paraître incompatibles, les rendre compatibles et avoir le thriller, le suspense et le réalisme dans un même film. چرا میگم این دوتا خیلی حل نشدن و سختن؟ چون درام یه چیز ساخته شده، مهندسی شده و چیده شده است و واقعیت در واقع یه چیزی که داره روون اتفاق میفته. به نظر میاد این دوتا رو نمیشه با هم حل کرد ولی من تلاش کردم که این اتفاق بیفته. Et si je dis que ces genres paraissent incompatibles, c'est en raison de la nature de chacun de ces genres. Les thrillers, les films à suspense, c'est forcément quelque chose d'extrêmement artificiel, de très construit, de très minutieusement construit, alors qu'un film réaliste paraît être quelque chose de brut, de plus fluide. Et donc on a l'impression que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Alors c'est intéressant parce que ce que vous dites, et d'ailleurs ça traduit très bien au moins une partie de votre cinéma, c'est qu'effectivement vous filmez très bien, de manière encore une fois très réaliste, la réalité, la vie quotidienne, en l'occurrence donc dans l'Iran d'aujourd'hui, ou en tout cas dans l'Iran d'aujourd'hui de cette époque-là. Mais effectivement, le drame et l'aspect dramatique est toujours là. On le sent, il est toujours sous-jacent, il y a toujours une espèce de menace qui est présente et qu'on ressent très très fortement. Et donc j'imagine que ça, pour vous, c'est entre guillemets le mélange idéal entre ce côté réaliste et quotidien, presque trivial, et ce drame sous-jacent qui est prêt à éclater d'une manière ou d'une autre. بله این یه چیزیه که توی قالب فیلم‌هایی که مخصوصا توی ایران کار کردم وجود داره. Oui, cet aspect est présent dans tous mes films, en tout cas tous ceux que j'ai tournés en Iran. برعکس تصوری که ما از زندگی روزمره داریم که خیلی در واقع خسته کننده و تکراریه، وقتی به زندگی روزمره فکر می‌کنیم بیشتر اضطراب آور این تکراری بودنه تا خسته کننده باشه. La vie quotidienne a une dimension extrêmement répétitive. On pourrait croire que la répétition a quelque chose de lassant, d'ennuyeux, alors qu'au contraire, la répétition peut être source d'angoisse, donc de suspense. با یه دوستی صحبت می‌کردم، یه نکته جالبی گفت. بحث بر این بود که چرا امروز در دنیای امروز اینقدر اضطراب دارن همه و شاید این به دلیل اینکه ما نمیدونیم فردا چی در انتظارمونه و اون میگفت برعکسه. ما از این اضطراب داریم که میدونیم فردا هم مثل امروزه و این ما رو قانع نمیکنه و هممون مضطربیم که آیا قرار همیشه اینجوری باشه چقدر سخته. J'ai eu cette conversation récemment avec un ami où on se demandait pourquoi il y avait un tel degré de stress, de désarroi, d'angoisse. Qu'est-ce qui expliquait le stress permanent pour les gens aujourd'hui? Et je lui disais, c'est sans doute l'inconnu, c'est le fait de ne pas savoir de quoi notre lendemain sera fait. Et lui, il m'a dit au contraire, c'est parce qu'il y a plus de sécurité, c'est parce qu'il y a plus de répétitivité, qu'il y a une dimension plus ronronnante de nos existences que l'on est si stressé, puisqu'on ne sait pas comment sortir
de cette répétitivité. یه بخشی از این استرسی که تو اون جنبه واقع گرایانه و مستندگونه فیلم هم وجود داره به هر حال بخشش مربوط به محیطیه که داستان داره توش اتفاق میفته کشور من که به هر حال با وضعیتی که وجود داره این استرابه رو در زندگی واقعی می‌بینی. Cette anxiété que l'on ressent dans mes films est en partie due à la situation sociale dans laquelle vivent les personnages à cette époque-là en Iran. Alors, votre film suivant, qui est à propos des lits en français, ce film-là, par contre, vous octroie la reconnaissance internationale. Vous obtenez l'Ours d'Argent au Festival de Berlin en 2009. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis, 3 couples et leurs enfants, et l'institutrice de l'un d'eux qui partent en week-end au bord de la mer et qui vont à nouveau être confrontés à un drame. Encore un drame. Est-ce que, encore une fois, c'est important pour vous de placer des personnages de tous les jours dans tout à coup une situation dramatique, une situation de stress? Est-ce que c'est encore une fois pour vous qui est important? Et si vous pouvez également parler un petit peu du son, parce que dans ce film-là, le travail sur le son, le ressac des vagues, tout ça est très très important, donc je suppose que vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. اون نکته که اول گفتین رو من بارها راجبش حرف زدم. بله، ما برای اینکه احساسم اینه که برای اینکه بتونیم یه شخصیت رو اون درونش رو کشف کنیم واقعا رو باید بذاریم توی موقعیت بحرانی که سریع واکنش نشون بده و از سر اون واکنش رو بشناسیمش. Oui, pour la première partie de votre question, ainsi que je l'ai souvent dit en décrivant mes films, il me semble qu'on accède à la vérité d'un personnage et d'une personne seulement si on la trouve en situation de crise. C'est face aux crises que l'on comprend ce que les gens ont en eux et qui ils sont vraiment. در زبان فارسی چیزی وجود داره، مثالی وجود داره، میگن اگه کسی رو میخوای بشناسی باهاش سفر برو. و به نظرم میاد منظورشون اینه که سفر پر از اتفاقای پیش بینی نشده و بحرانه و میتونی واکنش اون آدما رو ببینی و تو سفر بشناسیشون. برای منم اینجوریه، یعنی فیلم مثل یه سفر پر از بحران و تو واقعیت آدما رو میشناسی. En persan, il y a une expression qui dit si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux connaître ton ami, voyage avec lui. Et je pense que le voyage est en quelque sorte le symbole de cet inconnu, de l'aventure, des crises potentielles. Et il me semble que c'est vraiment ainsi. Le film est un voyage. Ces personnages embarquent ensemble dans un parcours, dans un voyage lors duquel ils vont être confrontés à tous ces imprévus, à toutes ces crises. بدون بحران در واقع موقعیت بحرانی کمتر میشه آدم‌های یه فیلم. من برام خیلی در واقع دور از ذهنم که بشه آدم‌ها رو اون ذات واقعیشون رو پیدا کرد. یعنی فکر کنید تو همین درباره اگر این اتفاق نمی‌افتاد، این آدم‌ها یه سفری می‌رفتن خیلی بحرانی پیش نمی‌اومد، ما در انتها نمی‌فهمیدیم اینا در خلوتشون کی هستن. پس این یه نکته ضروریه برای من، یه بهانه است برای اینکه شخصیت پردازی کنم. Pour moi, sans conflit, sans crise, il est très difficile d'accéder à la profondeur des personnages. Imaginons que ce film à propos d'Eli, où des amis vont ensemble au bord de la mer, il ne se passe rien. Ils passent leur séjour au bord de la mer et il revient. On reste à la surface des personnages. Donc je ne peux vraiment créer et caractériser mes personnages à partir du moment où je les place dans cette situation de conflit et de crise. درباره صدا صحبت کردیم. من هر چقدر بیشتر کار کردم اهمیت صدا برام بیشتر شد، چون فکر کنم که تماشاگر وقتی فیلم رو میبینه چشم دیگه به قیافه کاراکترها عادت میکنه و اونا رو نمیبینه، داره نگاهشون میکنه ولی نمیبینه، تو ذهنش داره اونا رو یه جور دیگه میبینه. ولی صدا چون یه اطلاعاتی توشه که تکراری نیست، صدا رو تا آخر فیلم گوش میکنه. اتفاقا تماشاگر بیشتر صدا گوش میکنه تا اینکه تصاویر رو ببینه. L'importance du son, pour répondre à la deuxième partie de votre question, est quelque chose dont j'ai pris conscience à mesure que j'ai avancé dans mes films. Je me suis rendu compte que le son était fondamental, il était presque plus important que l'image. Je m'explique. Le spectateur, au début du film, découvre les visages, découvre les paysages, donc il est très attentif à l'image. Mais au bout d'un moment, son œil s'habitue, il sait, donc il est moins en alerte. Alors que le son, on y prête moins attention de façon consciente, mais de façon inconsciente, le spectateur continue d'écouter très attentivement. Donc c'est vraiment du son qu'il recevra beaucoup des informations qu'en tant que metteur en scène, on veut lui transmettre.
بخش زیادی از این اضطرابی که شما در این دو تا فیلم الان اشاره کردید، هم چهارشنبه سوری هم درباره لی، بخش زیادیش به خاطر صداهای بیرون از قابه. توی چهارشنبه سوری صدای ترقه و آتشبازی توی شهره که جنبه خشونت‌آمیزی داره و توی درباره لی صدای موج دریاست که ناخواسته ما رو مضطرب می‌کنه که اتفاق بدی در پیشه. Et en effet, cette anxiété sous-jacente dont il était question, ou dans les films, dans mes films, il y a souvent une espèce de stress potentiel, comme un danger souterrain qui est là. Dans ces deux films dont on vient de voir les extraits, c'est vraiment le son qui les constitue. Dans La Fête du Feu, il y a des feux d'artifice, des pétards, donc des sons hors champ, qui sont censés être un bruit de fond, mais qui sont en fait ce qui crée cette atmosphère angoissante, inquiétante. Et il en est de même, en effet, pour les vagues et le ressac de la mer, qui est le bruit de fond dans cette villa en bord de mer. چیزی که باز تجربه کردم و شاید به درد کسایی که در واقع مشغول کار هستن میخوره، اینه که ما فیلم رو نمیسازیم و بعد تازه بشینیم فکر کنیم به صداها. من فکر کنم همون موقع که داریم فیلمنامه رو می‌نویسیم بعد یه پلنی برای صداهای خارج از قابمون داشته باشیم و گاهی بر اساس اون پلن شما لوکیشن رو میتونید انتخاب کنید. یعنی لوکیشنی انتخاب کنید که این پتانسیلی که یه سری صداهای خارج از قاب رو بتونید توی فیلم بذارید بهتون بده. Quelque chose que j'ai au cours de ma carrière et qui peut être utile s'il y a dans notre public des réalisateurs, des cinéastes, c'est que le son n'est pas quelque chose qui vient a posteriori. Ce n'est pas sur le tournage, ce n'est pas après, en post-production, que l'on réfléchit au son. Il faut y réfléchir dès l'écriture. Dès l'écriture, il faut qu'on sache quels sont les sons hors champ que l'on veut avoir. Et on peut choisir souvent ces décors, les lieux dans lesquels on écrit les séquences en fonction de l'environnement sonore que l'on recherche. Et alors, en 2011, là, évidemment, ça va être, j'imagine que tout le monde s'attend un peu à cet extrait, un film, une étape importante dans votre carrière. Je parle bien évidemment du film Une séparation. Et vous parliez il y a quelques instants du fait que dans le film Une séparation, vous aviez délibérément placé la caméra à la place du juge, et donc le public est lui-même quelque part devenu juge de cette confrontation entre les deux personnages, et c'est un passage qu'on va pouvoir maintenant voir tous ensemble. Le travail sur le cadre, absolument exceptionnel, une séquence qu'on pourrait un peu hâtivement appeler simple, facile, et qui n'est pas du tout. Ce film, c'est une critique qui est très claire de la société iranienne, de la manière dont la société iranienne est conservatrice, sclérosée, c'est pas du tout caché. Et de ce fait, le film n'a obtenu aucune aide financière et son tournage n'a pas dû être facile à faire. Et en revanche, il obtient un très grand succès critique mérité et public. Il est récompensé de l'Ours d'Or du meilleur film, 2 Ours d'Argent pour les 2 comédiens, un César, l'Oscar du meilleur film étranger et de nombreuses autres récompenses. Est-ce que vous avez été surpris par le succès du film? Et avec le recul, à quoi vous attribuez le succès de ce film? من وقتی که فیلمنامه رو نوشتم و به چند تا همکارام دادم، نظر اونا هم این بود که این فیلم فقط توی ایران قابل فهمه و برای تماشاگر عادی و بیرون از ایران این فیلم رو نمیفهمن اصلا. Dès le scénario, quand j'ai écrit ce scénario et que je l'ai fait lire à quelques amis collaborateurs, ils m'ont dit: t'as fait un film qui ne marchera, qui ne sera compris qu'en Iran. و با خودم فکر کردم که عیبی نداره اینکه توی ایران موفق باشم برام در واقع لذت بخشه. خیلی به اون بخش بیرون از ایرانش فکر نمی کردم و تا اینکه در فستیوال برلین دیدم که ارتباط تماشاگر با فیلم شبیه همونیه که توی ایران اتفاق افتاد و متوجه شدم که من اشتباه می کردم. Je me suis dit que c'était pas grave, que ce qui comptait pour moi c'était aussi de faire des films qui sont que pour le public de mon pays. Et peu importe si en dehors de l'Iran, il n'était pas bien perçu ou compris, c'était le film que j'avais envie de faire. Je l'ai fait, et une fois qu'il a été pris à Berlin, et quand j'ai vu les réactions du public à Berlin, je me suis rendu compte que le public international recevait le film exactement de la même façon que le public iranien. من فکر کنم هیچ فیلمسازی نمیتونه پیش بینی کنه که نتیجه کاری که داره میکنه، فیلمی که داره میسازه چی میشه. Je pense que c'est impossible pour tout cinéaste de prévoir la façon dont ces films seront reçus.
این مثل رفتن توی زمین فوتبال، شما همه آمادگی‌ها رو دارین، تمرین کردین، همه چی آماده است، میرین تو زمین ولی هیچ کس نمیتونه بگه که آیا نتیجه بازی به نفع شماست یا به ضرر شماست. C'est exactement comme fouler un terrain de foot pour une équipe de foot. Vous pouvez vous préparer mentalement, physiquement, faire des pronostics. Tant que le match n'a pas eu lieu, personne ne peut savoir qui gagnera et qui perdra. ولی اگه بخوام راجع به این صحنه چند تا نکته که شاید مفید باشه بگم، همیشه توی این فیلم و یک دو تا فیلم دیگه من صحنه اول رو در کنار صحنه آخر میذارم. اینا دو تا پازلن که به کمک هم در واقع معنا پیدا میکنن. Et si je veux apporter quelques explications sur la séquence qu'on vient de voir, pour moi, la séquence d'ouverture et de clôture d'un film sont vraiment toujours deux moments extrêmement importants et qui sont comme deux pièces d'un puzzle. Il est pour moi très important de les mettre côte à côte et de les élaborer ensemble, parallèlement. در ابتدا در واقع صحنه‌ای که راجع به سرنوشت یه دختر 11 ساله دارن صحبت می‌کنن و قرار پدر مادر راجع به اون تصمیم بگیرن و در انتها خود دختر باید تصمیم بگیره. این دو تا در کنار هم معنا پیدا می‌کنه. Donc il s'agit dans cette scène d'une scène décisive sur la destinée d'une enfant de 11 ans. Oui. Donc il s'agit de ces deux parents, son père et sa mère, qui doivent s'exprimer, prendre position, décider de l'avenir de leur fille. Et dans la séquence finale, c'est cette fille de 11 ans elle-même qui est placée dans la même situation et qui, elle, maintenant, doit s'exprimer sur son propre choix. Donc ces deux scènes prennent leur sens, résonnent l'une avec l'autre. در انتها ما نمیبینیم که دختر آیا شیوه زندگی پدر رو انتخاب میکنه یا شیوه زندگی مادر رو، ولی اینکه اون دختره که بالاخره باید انتخاب کنه توی فیلم دیده میشه. و امروز توی ایران بعد از 10 سال بعد از این فیلم میبینیم که دخترای همسن این خودشون دارن تصمیم میگیرن و دارن این کارو میکنن. On ne sait pas à la fin du film quel sera le choix de cette jeune fille. Est-ce qu'elle choisit le mode de vie de son père ou le mode de vie de sa mère? Mais ce qui est important, c'est que c'est à elle que la parole a donné, c'est à elle de trancher. Et aujourd'hui, dans les rues de Téhéran, ce sont ces fillettes-là, ces gamines-là qui ne laissent plus leurs parents décider pour eux et qui s'expriment, elles, sur leurs choix futurs. Alors, j'essaie de ne pas partir dans des questions trop techniques, c'est pas le sujet, mais j'ai quand même une question technique. Dans la séquence donc qu'on vient de voir, qui est très importante évidemment dans le film, il y a cette séquence à un moment donné où le mari se lève et s'approche du juge, donc de l'objectif de la caméra, et il prend presque tout l'écran. Il y a la chemise de l'homme prend tout l'écran, et dans un coin, comme ça, juste au-dessus de son épaule, en tout petit, il y a le visage de sa femme, qui est écrasé par l'homme et qui est écrasé par beaucoup de choses en fait. J'imagine évidemment que tout ça n'est absolument pas le fruit du hasard, et je voulais savoir comment est-ce que vous préparez visuellement vos plans, comment est-ce que vous préparez cette symbolique, ces petits symboles qui parsèment vos films. این صحنه حدود 4 صفحه توی فیلمنامه بود و خیلی طولانی بود و وقتی من می‌نوشتم فکر کردم که این پر از کات باشه، تعداد زیادی پلان بگیریم، اینا تو تدوین کنار هم بشینه، ولی وقتی شروع کردم تمرین کردم با بازیگرا یه چیز دیگه اتفاق افتاد. Dans le scénario, cette séquence se déroulait sur 4 pages. C'était une séquence extrêmement importante, très détaillée, et j'étais persuadée au moment où je l'écrivais que ce serait une séquence très montée, que je tournerais plein de plans, plein de points de vue, d'angles différents et que je les montrais. Or, quand on a commencé à répéter avec les acteurs, les choses ont changé. اونها جلوی من نشسته بودن روی 2 تا صندلی و تمرین می‌کردن و من رو مقابلشون نشسته بودم و اینقدر وقتی بازی می‌کردن حواسم اصلا از دکوپاژ و اینا میرفت بیرون و همه رو سر هم می‌دیدم. و بعد با خودم فکر کردم خب چرا باید کات بزنم وقتی من دارم همه چیو میبینم و نیازی به جابجا کردن دوربین نیست، بهتره فقط همینجا بمونم و از زاویه قاضی ببینم تو یه شات. Dans les répétitions, j'étais assis en face d'eux, comme le juge, et ils jouaient la scène tous les deux. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je les écoutais jouer cette scène, j'oubliais complètement mon découpage. Je n'arrivais pas à penser à où je veux placer la caméra, comment je veux monter. Je suis juste absorbée
par leur jeu et par ce que eux sont en train de me dire. Donc je me suis dit, mais le spectateur aussi doit être dans la même position. Il est inutile de déplacer la caméra, il est inutile de faire un montage. Ce sera un seul plan, un plan séquence avec seulement eux deux. مهم این بود که در این پلان ساده وزن هر دو شخصیت به لحاظ عاطفی یه اندازه باشه و من به عنوان کارگردان و نویسنده یکی رو پررنگتر نکنم بیشتر حق بهش بدم یکی رو کم رنگتر. حتی یادمه که ما توی نور پردازی هم سعی کردیم اندازه نور دوتاشون یکی باشه، هیچ کدوم توی قاب سنگین‌تر نباشه به لحاظ گرافیکی و اگر اون مرد بلند میشه میاد به همون تایم وقتی میره اون زن هم پا میشه میاد. یعنی من به عنوان قاضی سعی کردم که در جایگاه بی‌طرفی بشینم و شما در طول فیلم تشخیص بدین که کدوم رو در واقع بهش بیشتر حق میدین. Et pour moi, c'était très important du moment que je décidais que le plan serait unique et qu'on les verrait tous les deux, qu'ils soient dans un rapport extrêmement équilibré et équitable. Même dans le travail des lumières, dans la façon dont ils étaient assis, je ne voulais surtout pas que l'on privilégie l'un par rapport à l'autre. C'était important que le poids émotionnel donné à chacun des personnages, la capacité pour le spectateur de s'identifier à l'un ou à l'autre, soit exactement équivalent pour les deux. Donc même dans les lumières, nous ne voulions pas privilégier un des deux. Et ce moment où vous évoquez où l'un vient face au juge, j'ai veillé à ce qu'il y ait autant de durée à l'écran de l'homme au premier plan que de la femme au premier plan. Je voulais que ce soit le spectateur par la suite dans le film qui choisisse éventuellement un camp ou l'autre, mais pour moi c'était très important de respecter cet équilibre. Est-ce que le succès, le grand succès mérité du film à l'international, est-ce que ça vous a ouvert des portes ou est-ce que ça a compliqué la suite de votre carrière? هر دو یه درهایی رو باز کرد و یه سری پیچیدگی‌های جدید به وجود اومد. Les deux, des portes se sont ouvertes mais des complications sont arrivées aussi. خب خیلی در واقع باعث شد که من از این به بعد فیلم هام رو برای پول این چیزا دیگه مشکلی نداشته باشم. خیلی از بازیگرها در واقع راحت میتونستن باشن توی کار، ولی از اون ور هم همیشه موفقیت یه دردسرایی هم داره. این برای من در واقع با هر فیلم بیشتر شد. Des choses sont devenues plus simples. Je n'ai plus jamais eu de mal à financer mes films. Il n'y avait plus de problème d'argent avec les acteurs. Presque n'importe quel acteur était désireux de travailler avec moi. Donc ma vie de cinéaste a été facilitée de ce côté-là. Mais le succès apporte toujours avec lui des déconvenues et des difficultés. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil de ma carrière. قبل از این موفقیت و قبل از این فیلم اگر کسی به من یه پیغامی میداد یه ایمیلی میداد و من جواب نمیدادم یادم میرفت جواب بدم، پیش خودش میگفت که خب سرش شلوغه مثل همه ممکنه که یادش رفته باشه، ولی الان اگه کسی پیغام بده یا ایمیل بده و من جواب ندم میگه فکر کرده که حالا چون موفق شده دیگه نباید جواب ما رو بده. فرق قضیه این شده. Je vous donne un petit exemple. Avant le succès de ce film, si quelqu'un m'envoyait un message ou un email et que je répondais pas, il se disait bon, bah comme tout le monde, il doit être occupé, il doit pas avoir le temps. Maintenant, si je reçois un email ou un SMS et que je réponds pas, on dit ah tu vois, il a la grosse tête. Depuis qu'il a reçu tous ses prix, il répond plus. Alors, vous opérez un changement avec votre film suivant en 2013, le passé, parce que ce film n'est pas tourné en Iran. Il est tourné en France avec notamment Bérénice Bejo, Ali Mostafa et Tahar Rahim, mais surtout il est tourné en français. Et vous accordez dans ce film beaucoup d'importance au visage, aux expressions, aux yeux. Et peut-être encore plus dans ce film. Vous avez toujours apporté beaucoup d'importance au visage, mais dans ce film-là, c'est encore plus flagrant. Est-ce que c'est également le fruit du fait que vous tourniez dans une langue que vous ne maîtrisez pas? ممکنه این به طور ناخودآگاه اتفاق میفته. وقتی که شما یک زبانی رو نمیدونید بیشتر اتفاقا به اون ریتم زبان و بیشتر به چشم‌ها و چهره‌های بازیگرها دقت میکنید. C'est possible, ce serait en tout cas inconscient, mais en effet, je pense que quand on ne comprend pas une langue, on est plus attentif aux expressions des visages, à la musicalité de cette langue. ولی واقعا من وقتی که این فیلم رو شروع کردم خیلی این بحث زبان و اینکه توی فرهنگ دیگه دارم کار میکنم خیلی بزرگ بود تو ذهنم و به همین دلیل دارم خواست یه بار تجربه کنم. ولی واقعا وقتی وارد کار شدم دیدم که
اونقدری که من فکر می‌کنم زبان مانع ارتباط آدم‌ها با هم نیست. با یه چیزهای دیگه آدم‌ها میفهمن همدیگر رو. Je pense qu'avant de commencer ce film, pour moi, c'était un vrai obstacle, en tout cas un vrai enjeu. Il me semblait que le fait de tourner, de créer dans une autre culture, dans une autre langue, c'était un défi et qu'il fallait que je le relève, il fallait que je tente cette expérience. Et c'est uniquement en me lançant dans ce projet, en faisant ce film, que je me suis rendu compte que finalement la langue n'était pas un obstacle, qu'il y a mille et une autres façons de se comprendre et que le sens, que les émotions passent malgré cet écart-là. چیزی که تو اون فیلم باعث شد که من یه چالشی باشه و بخوام اون فیلم رو در فرانسه بسازم، این گذشته گرایی که در فرهنگ من هست رو برام در مقابل یه فرهنگ دیگه‌ای که این میزان گذشته گرا نیست برام جالب بود. چون من و در واقع فرهنگ من، نه همش، بخشی از فرهنگ من خیلی در گذشته برامون خیلی چیز بزرگیه و خیلی وقت میذاریم برای گذشته و این یک خصیصه فرهنگی بود که در مقابل در واقع فرهنگ دیگه که کمتر به گذشته توجه میکنه و بیشتر جلو رو داره میبینه، این روبروی این دو تا فرهنگ برام جالب بود. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce défi, c'était une problématique de fond de la thématique de ce film, c'était traiter du passé en raison de la place fondamentale qu'a le passé ou l'examen du passé dans la culture iranienne. Je viens d'un peuple qui est toujours retourné vers son passé. Il y a vraiment la nostalgie, le fait de s'enorgueillir de son passé est quelque chose qui est fondamental dans la culture iranienne et dans notre façon d'être. Et je trouvais la confrontation intéressante entre un personnage qui viendrait de cette culture-là, qui aurait cette tendance à être toujours dans la rétrospection, et de le mettre en contact, en confrontation avec une autre culture dans laquelle on a plutôt le regard tourné vers l'avenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, tout comme dans le film précédent, La Séparation, ce qui est au centre du film, c'est un déchirement, c'est un divorce. Alors bien sûr, c'est pas aussi dramatique que dans vos films précédents où c'était des drames plus radicaux qui étaient au centre du film, mais il y a encore une fois un drame, un déchirement. J'imagine que encore une fois, c'était aussi cette dynamique qui vous intéressait en tant que réalisateur. بله، اتفاقا یکم تردید داشتم که بعد از جدایی اون فیلم رو بسازم یا نه، چون توی اونم یه جدایی وجود داشت و ممکن بود برای عده‌ای به نظر بیاد که تکرار در واقع جداییه، ولی اتفاقا وقتی این دو تا فیلم رو کنار هم میذاریم در ترکیب با هم یه چیز جدیدی میشه فهمید در مقایسه این دو تا جدایی. C'est intéressant parce que c'est une réserve que j'ai eue au moment où j'écris ce film. Je me suis dit peut-être que c'est pas une bonne idée après une séparation d'enchaîner avec un autre film parce que ça serait comme une espèce de répétition sur le thème de la séparation. Mais finalement, une fois que j'ai décidé de le faire, maintenant, quand on compare les deux films, je pense qu'il s'en dégage une lecture nouvelle. فیلم گذشته رو اگرچه من در فرانسه ساختم ولی تمش و حرفی که داره میزنه و سوالاتی که مطرح میکنه خیلی ایرونی تر از فیلمایی که توی ایران ساختم. یعنی این بحث نقد وابستگی ما به گذشته بلا تکلیفی بین گذشته و آینده، این طلاقی که توی گذشته داره رخ میده سالها پیش اتفاق افتاده، الان فقط رو کاغذ باید اتفاق بیفته برعکس جدایی. و این به من کمک میکرد که این بحران، این موضوعی که توی ایران وجود داره رو بتونم با این زبان بگم. Le passé, même si c'est un film que j'ai tourné en France, est en fait le plus iranien de mes films en raison du thème que j'y traite, ce thème de l'attachement au passé. Puisque le divorce, dont il est question, a eu lieu il y a plusieurs années. Cette séparation, elle est déjà actée, elle a déjà eu lieu. Il ne s'agit plus que de la formaliser sur un bout de papier. Mais elle est encore omniprésente. Donc ce conflit entre le fait d'avancer les enjeux présents et l'attachement au passé et une sorte d'aliénation au passé est un thème très présent dans l'Iran. J'avais ce thème, je le portais sur la société iranienne, mais il a fallu que j'aille dans un autre pays, que je me confronte à une autre langue pour pouvoir traiter de ce thème. Et
quelque part, d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que personnellement, je suis français, mais je ne vis pas en France. Et quand je suis en France, je suis juste un Français, mais quand je suis à l'étranger, je suis le Français. J'ai presque l'impression que parfois, c'est même encore plus facile de traiter d'un problème, d'un thème qui est inhérent à son propre pays, quand on prend un élément de son propre pays et qu'on le met dans un pays vraiment différent. Est-ce que ça vous a aidé, le fait de filmer ce film en France, justement pour porter un regard critique sur une partie de la société iranienne? بله، در واقع اومدن توی فرهنگ دیگه و این موضوع رو مطرح کردن کمک کرد که من یه مقایسه بین دو تا فرهنگ داشته باشم. یه زنی که بارداره، داره بچه به دنیا میاره و نگاهش به آینده است، و یه مردی که از ایران اومده و همچنان نگران گذشته‌اش، دلش می‌خواد برگرده، بلا تکلیفه. در واقع این چالش بین این دو تاست. من این رو نمیتونستم توی ایران بسازم، چون اون زن رو توی ایران Bien sûr, j'ai pu traiter de cette question-là en prenant du recul et en ayant un motif de comparaison, un élément de comparaison. J'ai pu pointer du doigt la dimension passéiste de cette culture en mettant en face une jeune femme française enceinte qui porte la vie, qui regarde vers l'avenir. Et donc j'ai créé une tension entre ces deux façons d'être et ces deux façons de regarder la vie. Si j'étais en Iran, je n'aurais pas eu de tension. توی فیلم گذشته تفاوتی که با فیلم‌های قبلی من داره، همه چیز پیش از این اتفاق افتاده و آدم‌ها دارن فقط اون رو مرور میکنن. در فیلم درباره الی یا چهارشنبه سوری یا جدایی، همه چیز در حال حاضر داره رخ میده و به همین دلیل اضطراب بیشتری داره. فیلم گذشته فیلم درونی تریه. La spécificité du passé dans ma filmographie, c'est que c'est un film où tout a eu lieu avant le film. Tous les personnages sont juste en train de réexaminer des événements qui sont accomplis, qui ont eu lieu dans leur passé, avant que nous, on soit là à les observer dans le film. À la différence d'une séparation ou d'à propos d'Élie ou la fête du feu, où il y a cette tension très palpable parce que on est en plein on est au cœur des événements. Ici, on arrive après les événements, donc c'est un film en quelque sorte plus intériorisé que mes films précédents. Alors là, pour le coup, le film suivant, on va parler du scénario surtout, parce que là, vous opérez un véritable changement de cap par rapport à vos films précédents. Je parle du film Le Client. Et Le Client, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui prépare l'adaptation d'une pièce de théâtre et qui déménage dans l'ancien appartement d'une prostituée et qui se retrouve visité par un ancien client de cette dernière, qui est d'ailleurs le client du titre. Donc une histoire beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient l'histoire? ابتدا در واقع داستان اون گروه تئاتر و بازیگران اینا نبودن. داستان یه زوجی بود که کسی می اومد و از حریم خصوصی اونها رو در واقع واردش میشد، طی یه سوء تفاهم و زندگی اونا به هم میریخت و اونا تلاش میکردن که در واقع پیدا کنن کی این کارو کرده. بخش اولی که به ذهنم رسید این بود. Le point de départ, ça n'a pas été le théâtre. Le théâtre, c'est venu après. Le point de départ, c'était un couple dont l'intimité était envahie, rompue par quelqu'un qui venait par erreur. Quelqu'un qui, par erreur, violait leur intimité. Et donc, il s'agissait de reconstruire ce couple, reconstruire cette intimité et de savoir qui était cette personne. C'était ça le déclic de départ. حتی این طرح رو نوشتم و دادم به دستیارم برای اینکه کمک کنم اون فیلم اولش رو با این طرح بسازه. در واقع کمک داشتم که اون بسازه، ولی اون سرمایه‌گذار پیدا نکرد یا نتونست و دوباره طرح رو برگردون به من بعد از این مدتی. En fait, au début, j'avais écrit ce traitement pour mon assistant qui voulait faire son premier film. Au début, c'est à lui que je le destinais. Je lui ai donné ce traitement, mais il n'a pas pu financer le film, et donc il me l'a rendu et j'ai décidé moi-même d'en faire un film. وقتی که به من طرح رو داد احساس کردم که یه چیزی کمه توش. با خودم گفتم که این داستان یه مردیه که به مرور از شخصیت بسیار مهربانی که دیگران براش در واقع مهمن تبدیل میشه به یه شخصیت خودمحور که فقط خودش براش مهمه و این یه سفر
از یه شخصیت در واقع اون شکلی به یه شخصیت شر و فکر کردم که این شغلش چیه و احساس کردم که اگر بازیگر باشه که بازیگرها خودشون جای آدمای دیگه میذارن ولی توی این فیلم یه بازیگریه که روی صحنه خودش رو جای آدمای دیگه میذاره و در زندگی واقعی نمیتونه طرف مقابل رو درک کنه. این کنتراست رو من دوست داشتم. Et quand j'ai relu le traitement en envisageant d'en faire moi-même un film, j'ai trouvé qu'il y manquait quelque chose. Ce qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai relu, c'était l'évolution de ce personnage, le personnage principal. C'est que c'est un homme qui, au début du film, est quelqu'un de très altruiste, de très attentionné, qui s'occupe toujours du bien-être de ses proches. Et à mesure que le film avance, avec les conflits auxquels il est confronté, il se transforme complètement pour devenir quelqu'un d'autocentré, quelqu'un qui ne voit que son propre intérêt, sa propre blessure, et qui finalement devient un personnage très néfaste. Et ce parcours-là, je me demandais quel serait le métier ou la caractérisation du personnage qui serait intéressant dans cette dynamique. Et j'ai trouvé que ce serait pertinent de faire de lui un acteur de théâtre. Que les acteurs ont cette possibilité de se glisser dans la peau d'un autre, de monter sur scène et de devenir un autre. Et cette capacité qu'il a dans sa vie professionnelle, il ne l'a pas sur le plan privé. Dès qu'il s'agit d'avoir de l'empathie pour l'autre et de comprendre l'autre, il n'y arrive plus. تا به نمایشنامه آرتور میلر رسیدم، مرگ فروشنده، که با این داستانی که من داشتم یه خاصیت شبیه آینه بود، انگار روبروی هم، خیلی لینک‌های زیادی بین این دوتا وجود داشت. خیلی آدمایی که توی واقعیت داریم می‌بینیم ما به ازاشون رو توی نمایشنامه هم می‌بینیم و به لحاظ تماتیک هم خیلی لینک زیادی بین این دوتا بود. Et puis, j'en suis arrivée à la pièce d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur, et je me suis rendu compte que ce serait une sorte de miroir très intéressant pour les enjeux qu'il y a dans mon scénario, que les questions qui sont traitées dans cette pièce finalement faisaient écho avec des aspects de l'évolution de mes personnages, et il y avait même des personnages secondaires dans la pièce comme dans le film qui pouvaient résonner. Donc c'était un point d'élément de référence intéressant pour la construction de mon propre scénario. خیلی از نمایشنامه‌های معروف دنیا توی ایران اجرا میشه و توی ایران کاملا شناخته شده است. حتی گاهی نمایشنامه‌های آمریکایی که توی آمریکا خود جوونا نمیشناسن توی ایران خیلی معروف ترن. به همین دلیل این نمایش خیلی چندین بار توی ایران اجرا شده بود و نمایشنامه معروفیه و خیلی استفاده از این نمایش توی فیلم برای همه که توی ایران زندگی می‌کردن پذیرفته بود، چون میشناختن این نمایشنامه رو. Il faut savoir que le théâtre est très actif en Iran. Les Iraniens voient beaucoup de pièces de théâtre et je suis frappée quand je voyage de voir que certaines pièces du répertoire, des répertoires occidentaux, par exemple du répertoire américain, sont beaucoup plus connues par le public iranien que par le public américain. Les jeunes Américains souvent ne connaissent pas forcément leurs propres textes, alors qu'en Iran, ces pièces sont jouées et sont connues de tous. Donc la pièce d'Arthur Miller, en l'occurrence, est une pièce qui est connue du public iranien, donc il y avait une résonance lorsque les gens découvraient le film et faisaient le lien entre la pièce et le film. اون چیزی که برام تجربه کارگردانی بود تو فیلم فروشنده و خیلی جذاب بود، شکستن مرز واقعیت و نمایش بود. یعنی ما رو صحنه نمایش زندگی روزمره رو ببینیم و تو زندگی روزمره چیزی از نمایش رو بیاریم. ترکیب این دوتا برام یه چالش بود و خیلی دوست داشتم ببینم چی در میاد این. Et moi, ce qui a été très stimulant et enthousiasmant comme metteur en scène dans ce film, une fois que la pièce de théâtre s'y est glissée, c'était de brouiller les pistes entre le théâtre et la vie de ces personnages. Que quand ils sont au théâtre, au lieu qu'on soit dans la pièce, on soit dans la quotidienneté de leur vie d'acteur. Et quand ils sont dans leur vie quotidienne, dans leur maison, ça soit plutôt le théâtre qui se mette en place. Le jeu entre ces deux dimensions du scénario m'a beaucoup intéressée. Alors, encore un changement avec votre film suivant, puisque le film suivant, pour le coup, c'est le deuxième film que vous tournez en dehors de l'Iran. C'est le film Todos los saben. Il est donc tourné en Espagne. On retrouve les comédiens Penélope Cruz et Javier Bardem à l'affiche de ce film. Et un peu comme dans À propos d'Eli d'ailleurs, on assiste à une réunion festive qui est soudain plongée
dans le drame, dans l'angoisse, parce qu'il y a une disparition. Et du coup, cette disparition, ce changement radical d'ambiance fait que vous pouvez vraiment scruter les changements dans les personnages, tout en d'ailleurs de nouveau filmant au plus près les visages et les changements d'expression. Alors on va bien sûr parler de ce film, mais avant je propose qu'on regarde une séquence du début du film Todos lo saben. Alors c'est de nouveau un film étonnant parce qu'on n'est pas du tout dans le décor dans lequel vous évoluez généralement. Et en même temps, on sent bien que c'est vous qui faites le film, parce que de nouveau, on voit des gens heureux, des gens qui s'amusent, mais notamment par le travail sur le son, on peut déjà sentir qu'il va se passer quelque chose. On peut sentir que c'est Asghar Farhadi qui tourne le film et qu'il va se passer quelque chose. Et moi, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi, c'est vraiment votre film, dans tous les sens du terme, mais pourquoi l'avoir filmé à l'étranger? Parce que ce film-là aurait très bien pu être filmé en Iran. خیلی دلم میخواست که همیشه توی ایران فیلم بسازم و اگر گاهی اومدم بیرون دلایلی داشته، در حالی که ترجیح همینه که همیشه توی ایران فیلم بسازم، چون اونجا برام راحت تره به دلیل اینکه اونجا رو میشناسم، ولی خب مشکلات دیگری وجود داره. Je dois dire que ma préférence, c'est de faire tous mes films en Iran. C'est le pays que je connais, c'est le pays où je suis bien. Donc, ce que je souhaiterais, c'est de toujours travailler dans mon pays. Mais pour des raisons diverses, il m'est arrivé de tourner à l'étranger. یعنی پس این یه تصمیم اینکه 100% در واقع خودم توش تاثیر داشته باشم نیست، یه شرایطی بوده که فکر کردم یکم باید دور بشم و دوباره برگردم. Donc, quand je tourne à l'étranger, c'est jamais un choix qui ne soit que de mon fait ou de ma propre volonté. C'est toujours un ensemble de circonstances qui en fait qu'à un moment, il a fallu que je sorte et que je rentre. علت این که رفتم در واقع اسپانیا و اون روستا رو انتخاب کردم، وقتی اونجا بودم احساس نکردم که جای غریبم. خیلی به لحاظ احساسی مردم اسپانیا با مردم کشور من نزدیکن، یعنی روابط آدم‌ها، خانواده‌ها خیلی من یاد بچگی خودم مینداخت. Et quand je suis allée en Espagne et que j'ai choisi ce village pour tourner le film, je me suis rendu compte que pour moi, c'était très familier. Je ne me sentais pas à l'étranger. Les gens, les familles, les enfants, toutes les relations que j'observais en Espagne étaient pour moi très proches de ce que j'avais vécu en Iran. اون چیزی که توی این فیلم برام جالب بود، یه دغدغه‌ای بود که همیشه توی ذهنم بود، این که چجوری رفتارهایی، یه کارهایی 30 سال پیش آدم‌ها انجام دادن و نتیجهش الان در واقع بهشون برمیگرده. Et ce qui m'intéressait en faisant ce film, c'est une préoccupation qui est ancienne chez moi, c'était de voir comment des actes, des décisions, des choses dites il y a 30 ans ont des répercussions avec beaucoup de retard dans la vie des individus. یه همکار نویسنده‌ای داشتیم موقع نوشتن این فیلمنامه در اسپانیا که اون یه جمله خیلی جالبی یه روز گفت. وقتی تازه شروع کرده بودیم به نوشتن، گفت یه مثال کوبایی هست که میگه ما نمیدونیم چه گذشته‌ای در انتظارمونه و این به نظرم واقعا خلاصه این فیلمه. Quand nous écrivions le scénario en Espagne, il y avait un ami auteur espagnol qui travaillait à l'écriture avec nous, qui m'a dit un jour un dicton cubain que j'ai beaucoup aimé, c'est nous ne savons jamais quel passé nous attend. Et j'aime beaucoup cette phrase et je trouve qu'elle résume très bien le film. Alors, ce qui est étonnant, encore une fois, vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques instants avec vos propres mots, c'est que cette histoire que vous auriez encore une fois très bien pu filmer en Iran, donc vous l'avez filmé en Espagne et vous-même, vous avez dit, lorsque vous êtes arrivé en Espagne dans ce petit village, vous vous êtes rendu compte que finalement tout était très familier et que l'histoire donc était très bien traitée également en Espagne avec la société, la culture espagnole et toutes ces choses-là qui sont endémiques du pays. Et quelque part, j'imagine que vous avez dû être surpris aussi par l'universalité du propos qui peut finalement s'appliquer à n'importe quelle culture.
تعجب نکردم چون قبل از این به این باور رسیدم که برعکس چیزی که خیلی تبلیغ میشه که آدم‌ها چقدر با هم متفاوتن در کشورهای مختلف، در فرهنگ و ادیان مختلف، قومیت‌های مختلف، در حقیقت اینجوری نیست. آدم‌ها بیشتر به هم شبیه‌اند تا متفاوت باشن. Je n'ai pas été surpris par cette dimension universelle parce que j'étais déjà arrivé à ce constat que, contrairement à ce qu'on nous fait croire en appuyant tellement sur les différences et sur les spécificités d'un peuple, finalement l'essentiel est partagé par tous, quelle que soit la langue, la culture, la religion, le paysage auquel on appartient, l'essentiel de l'humain se transmet très facilement. احساسات ما آدم‌ها خیلی شبیه به همه. نوع نشون دادنش ما هم متفاوته. در مراکش یه جوری نشون میدن، در تهران یه جوری، در توکیو یه جوری دیگه، ولی اون بیس احساسات یکیه. Les sentiments humains me semblent être les mêmes que l'on soit à Marrakech, à Téhéran ou à Tokyo. Peut-être que les manifestations sont différentes. On ne montre pas de la même façon, mais l'on éprouve la même chose. Vous atteignez vraiment enfin, je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais vous atteignez un peu le centre de l'humain. Parce que quand on dit, on lit ici et là que Asghar Farhadi est le réalisateur iranien, un réalisateur iranien de l'Iran, quelque part, c'est pas si vrai que ça, parce que vous êtes surtout un réalisateur de l'humain, de l'universel. Puisque, quel que soit le pays où vous tournez, البته این معنیش این نیست که من هر جای دنیا راجع به هر موضوعی میتونم فیلم بسازم. خیلی از موضوعات هست که من در زندگیم با اونا اصلا درگیر نبودم، دغدغه من نبوده. خیلی از احساسات در فرهنگ‌های مختلف یا مسائل هست که من نمیفهممشون. اگر رفتم یه جای دیگه کار کردم، سعی کردم سراغ جاها و موضوعاتی برم که مشترکه با فرهنگ من. Ça ne veut pas dire que je peux aller dans n'importe quelle culture et traiter de n'importe quel thème. Il y a des thèmes auxquels je ne comprendrai rien, des aspects de la vie et de la société dans tel ou tel pays que je ne connaîtrai pas, que je ne comprendrai pas, donc je ne serai pas capable de les traiter. Donc même quand j'ai dû travailler à l'étranger, il a fallu que je trouve des enjeux, des dynamiques qui soient proches de ceux que je connais dans mon pays. یه مثالی بزنم. من دیروز رفته بودم پیاده روی، سعی کردم از این فضای توریستی اطراف هتل دور بشم، برم تو محله‌های واقعی مراکش. تو چند تا کوچه در واقع رد شدم و به اندازه یه ثانیه احساس کردم که من رفتم توی بچگیام و این کوچه‌ای که توش بودم و اینقدر همه اتمسفر، صداها، آدم‌ها برام آشنا بودن. من 1000 کیلومتر این ورتر از کشورم یه جایی رو پیدا کردم که انگار واقعا کپی کوچه‌ای بود که توش بزرگ شده بودم. Hier, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai voulu aller me promener un peu dans les rues de Marrakech, sortir de l'environnement touristique pour me perdre un peu dans la vraie ville. Et donc, en allant dans ces ruelles où j'étais un peu perdue, à un moment, en une fraction de seconde, j'ai eu l'impression d'être dans les rues du village de mon enfance. Les sons, les odeurs m'ont fait croire que j'étais retournée quelques dizaines d'années en arrière et à quelques mille kilomètres d'ici, dans mon enfance. مسیرمو گم کردم و بعد از یه دختر جوانی پرسیدم که من کجا باید برم. گفت که من مسیرشون عوض کرد، گفت دنبال من بیا، من کمکت میکنم. این منو یاد خیلی چیزا در بچگی من انداخت. Et donc, comme je me suis perdue, j'ai demandé mon chemin à une jeune fille. Je lui ai demandé comment je pouvais rentrer et elle m'a dit « Venez, je vais vous montrer ». Et le fait qu'elle propose de changer sa propre trajectoire pour m'accompagner, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a ramené très loin en arrière. Vous l'avez dit il y a quelques instants, donc vous êtes un réalisateur iranien et vous essayez autant que faire se peut de faire vos films en Iran. Mais quand même, les films que vous avez faits à l'étranger ont tous, évidemment, un aspect intéressant du fait qu'ils ont été tournés à l'étranger. Donc ma question, c'est, n'y a-t-il pas un pays que vous ne connaissez pas, lointain, dans lequel vous aimeriez éventuellement un jour filmer une de vos prochaines œuvres ? من خیلی دلم میخواد که یه روزی در ایتالیا، جنوب ایتالیا فیلم بسازم.
J'aimerais beaucoup faire un jour un film dans le sud de l'Italie. چون عاشق سینمای ایتالیا هستم و اساساً این شکل فیلمسازی رو از اون دوره طلایی سینمای ایتالیا یاد گرفتم و دلم میخواد که اینجوری احترامی به اون کسایی که باعث شدن من این نوع فیلمسازی رو داشته باشم بذارم و امیدوارم یه روزی در جنوب ایتالیا که دور نیست به لحاظ احساسی با فرهنگ ما اونجا بتونم یه فیلمی بسازم. Je suis un grand amoureux du cinéma italien et je pense que j'ai tout appris de l'âge d'or du cinéma et du néoréalisme italien. Donc j'ai envie un jour de rendre cet hommage à ce pays, à cette cinématographie, et j'aimerais le faire dans le sud de l'Italie parce que là encore, il y a une proximité avec ma propre culture. Maintenant, on va parler de votre dernier film en date, Un héros, en 2021. C'est une œuvre, alors là, c'est une œuvre qui est vraiment redoutable sur la culpabilité et une nouvelle critique de la société iranienne qui remporte le Grand Prix du Festival de Cannes et qui est nommé au Golden Globe du meilleur film étranger. Bien évidemment, j'ai plusieurs questions à propos du héros, mais je vous propose d'en voir quelques images dès maintenant. Un héros, c'est un film qui démontre, une fois de plus, qu'on fait tous des petites erreurs et que parfois ces petites erreurs deviennent de grands drames. Est-ce que vous pensez qu'on pardonne plus difficilement ces petites erreurs à ceux qui sont perçus comme des héros et que ces derniers doivent être irréprochables? بله، وقتی که یک کسی در واقع قهرمان میشه به خاطر انجام یه عمل در یه تایم مشخص قهرمان میشه، ولی اونایی که میبیننش از بیرون توی رسانه ها انتظار دارن اون همه عمرش شبیه اون 10 دقیقه‌ای که کار عمل قهرمانانه انجام داده بوده باشه و هیچ گونه در واقع لکه‌ای رو توی زندگی اون نمیپذیرن و وقتی کشف کردن اون رو میارنش پایین. Oui, lorsque quelqu'un est érigé en héros, il l'est pour un acte très précis, pour un laps de temps de 10 minutes, où il a fait quelque chose qui est considéré comme héroïque. Or, une fois qu'il est là-haut, le public, les médias, s'attendent à ce que son parcours tout entier soit parfait, qu'il n'ait aucune tâche, que tout son parcours soit à l'image de ces 10 minutes qui lui ont valu sa gloire. Et s'ils ont la preuve qu'il y a une incohérence, qu'il n'a pas toujours été parfait, ils le descendent de son piédestal. در واقع این یه بحث انسانیه، این که آدم‌ها در واقع سر دوراهی‌ها انتخابایی می‌کنن، گاهی درسته گاهی اشتباهه. این یه چیز انسانیه، این که انتظار داشته باشین یه آدمی مثل یه فرشته زندگی کرده باشه، این همون چیزیه که باعث میشه که این روزها در همه دنیا ببینیم قهرمان‌های یکی دو روزه داریم و اونها زود فرو می‌ریزن. Je pense qu'il est tout à fait humain de commettre des erreurs. On est tous placés face à des dilemmes, face à des choix dans la vie, et on fait des choix que l'on peut juger justes ou faux, bons ou mauvais. Donc c'est absolument humain, et pourtant on ne pardonne pas l'erreur aux personnes que l'on a érigées en héros. C'est ce qui fait qu'à l'époque actuelle, on a beaucoup de héros éphémères, des gens qui sont héros le temps d'un ou deux jours et le lendemain sont descendus en flèche. Alors là, pour le coup, je vais revenir à une question un petit peu plus technique, quelque part. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ce film a été préparé en pleine pandémie du Covid. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Est-ce que ça, enfin voilà, comment avez-vous préparé ce film dans ce contexte si particulier? این حرف خوبی نیست بزنم ولی خیلی کمک کرد به این فیلم. Il faut pas le dire trop fort, mais ça m'a beaucoup aidé. به دلیل اینکه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که 2 ماه 3 ماه تمرین کنیم، بعد بریم سر فیلم برداری و این داستان در واقع کرونا باعث شد که عقب بیفته و ما 10 ماه تمرین کردیم. On était censé avoir 2 mois de répétition avant de commencer le tournage et on a eu 10 mois de répète et de préparation. و چون هیچ کار دیگه نداشتیم و منتظر بودیم اوضاع بهتر بشه بریم سر فیلم، همه جمع می‌شدن، هر روز بعد از ظهر تمرین می‌کردیم و 10 ماه طول کشید و توی این تمرین‌ها خیلی فیلمنامه شکل بهتری پیدا کرد. Et comme personne ne pouvait rien faire, tout le monde était forcément disponible. On attendait tous de savoir quand est-ce qu'on pourrait enfin aller tourner.
on a pu faire des répétitions beaucoup plus approfondies, beaucoup plus longues, qui ont énormément aidé le scénario. چیزی در واقع در شیوه کاری من واقعا تغییری ایجاد نشد. منهای پشت صحنه که ما هر روز باید تست میدادیم، هر روز باید چک میشد، آدم غریبه نباید میومد سر صحنه. جز اینا بقیهش وقتی دوربین روشن میشد همه چیز مثل قبل بود. En dehors de ça, je ne dirais pas que ça a eu un impact sur ma méthode de travail. Tout était comme d'habitude, sauf que, comme tout le monde, on a dû tous être soumis à des tests, à ne pas recevoir de personnes étrangères à l'équipe du film sur le plateau. Donc il y avait ces contraintes et ces particularités-là. Mais sinon, une fois que la caméra tournait, c'était un tournage comme un autre. D'accord. Eh bien, écoutez, cette conversation avec Asghar Farhadi touche maintenant à sa fin. Mesdames et messieurs, je vais vous demander une nouvelle fois d'applaudir Monsieur Asghar Farhadi. Thank you. Merci, Thank you.